Et si je vous disais que ce n'est pas la vieillesse qui détruit votre corps, mais ce que vous mangez chaque matin en pensant que c'est inoffensif, que le vrai poison se cache dans vos habitudes. Je suis médecin. J'ai exercé pendant près de 40 ans en endocrinologie et médecine interne dans un hôpital de Montpellier. Aujourd'hui, à 72 ans, à la retraite, je vis dans une petite maison paisible près d'Annecy, entre les montagnes et le silence. Et c'est là, entouré de souvenirs et de carnets médicaux jaunis, que je me suis mis à réfléchir sérieusement, à revisiter mes convictions, mes erreurs, mes certitudes d'hier, à tout ce que je croyais juste, et à ce que j'avais parfois tragiquement mal compris. Permettez-moi de vous poser une question simple. Et si je vous disais que ce ne sont pas les maladies qui rongent le plus nos vieux jours, mais les conseils qu'on a suivis pendant toute une vie sans jamais les remettre en question? Et si je vous disais que dans certaines assiettes diététiques, j'ai vu plus de souffrance que dans un bloc opératoire? Et si je vous disais que j'ai moi-même, des années durant, interdit à mes patients les aliments qui auraient pu leur sauver la vie? C'est brutal, c'est dérangeant, mais c'est vrai. Pendant toute ma carrière, j'ai considéré les fruits sucrés comme des ennemis. Le melon, les prunes, les raisins, les figues, tous rayés d'un trait rouge, catégoriquement bannis. Trop de sucre, trop de risques, trop de complications pour les diabétiques et les personnes âgées. Voilà ce que je croyais, voilà ce que j'ai prescrit, avec autorité, avec sincérité, avec ignorance. Et puis un jour, une patiente m'a fait taire, pas par des mots, par son regard, par son corps épuisé. Elle s'appelait Claudine, 68 ans. Elle vivait seule à Chambéry, rigoureuse, disciplinée, exemplaire selon les standards médicaux. Depuis son diagnostic de diabète, elle ne mangeait plus aucun fruit, plus de sucre, même naturel. Son alimentation était parfaite, légumes vapeur, riz brun, œufs durs eau tiède. Et pourtant, son corps s'éteignait à petit feu. Elle perdait du poids, sa peau devenait terne, ses yeux enfoncés. Elle avait soif sans cesse, mais ne le disait pas. Elle dormait mal. Son cœur battait lentement. Et elle me disait doucement: « Je respecte tout, docteur, mais je me sens vide. » Ce jour-là, je n'ai pas parlé. Je l'ai regardé. J'ai regardé ma propre ordonnance et j'ai eu honte, car tout ce que je lui avais enlevé, c'était exactement ce qui pouvait encore lui faire du bien. De la couleur, du goût, de l'eau, des fibres, de la vie. Depuis, je me suis remis à lire, à chercher, à observer. J'ai redécouvert la biochimie des fruits. J'ai relu les publications scientifiques que j'avais ignorées. Et surtout, j'ai écouté mes patients, leurs douleurs, leurs transformations, leur retour à la vie parfois, grâce à des gestes simples comme une cuillère de melon au petit matin. Aujourd'hui, je ne vous parle pas comme un expert, mais comme un vieil homme qui a vu trop de corps s'affaiblir à cause d'un zèle mal placé. Et je vous le dis de tout mon cœur, les fruits ne sont pas le problème. Ce qui nous empoisonne, ce n'est pas le sucre du melon, c'est la peur. Ce n'est pas la prune, c'est l'ignorance. Tout dépend du moment, de la quantité, de ce qu'on associe ensemble dans l'assiette et surtout de l'intelligence avec laquelle on s'écoute. C'est pour cela que j'ai décidé de faire cette série de vidéos. Pas pour vous imposer quoi que ce soit, mais pour partager ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, ce que j'aurais aimé savoir plus tôt, pour que vous, qui avez plus de 60, 70 ou 80 ans, puissiez retrouver un peu de légèreté, de joie, de vitalité, à travers des gestes aussi simples qu'un morceau de fruit bien choisi. Et je commence aujourd'hui avec une idée forte. Il faut réhabiliter les fruits dans nos vies, mais pas n'importe comment. Dans les vidéos suivantes, je vais vous montrer comment le melon, la prune, la myrtille peuvent réhydrater un corps fatigué, apaiser un esprit agité, aider à dormir, soulager des douleurs articulaires, rétablir la mémoire et même réduire les envies incontrôlables de sucre. Si vous pensez que tout cela est trop beau pour être vrai, alors je vous invite à rester, à écouter jusqu'au bout et à tester par vous-même ce que des dizaines de mes anciens patients ont déjà découvert. Et si ce n'était pas un médicament cher, ni une machine compliquée, mais simplement un fruit à la bonne heure qui pouvait transformer vos journées. Mais je suis aussi retraité, et je ne cherche ni gloire, ni prestige. Je veux simplement laisser quelque chose de vrai avant de partir. Et si ce que je vous transmets ici peut vous éviter ne serait-ce qu'une nuit blanche, un cœur triste, une douleur inutile,
alors ces mots auront eu un sens. Alors, si cette vidéo vous a touché, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela m'encouragera à continuer à partager ces savoirs simples, mais essentiels. Et surtout, cela permettra à d'autres personnes âgées, peut-être seules, peut-être inquiètes, de recevoir ces conseils bienveillants. J'aimerais vous poser une question simple mais profonde. Selon vous, qu'est-ce qui tue le plus doucement mais sûrement un corps vieillissant? A. Le sucre des fruits. B. Le manque d'eau, de joie et de nutriments naturels. Écrivez votre réponse en commentaire, A ou B. Je lirai chacun de vos mots avec attention, parce que votre réponse, c'est aussi votre manière de vous soigner. Si je vous parle aujourd'hui du melon, c'est pas pour en faire un éloge poétique ou un discours de marché. C'est parce que ce fruit, que j'ai moi-même diabolisé pendant des décennies, s'est révélé être un allié silencieux, presque oublié, mais d'une efficacité étonnante lorsqu'il est utilisé avec justesse. Le melon, oui, ce fruit jugé trop sucré, trop dangereux pour les diabétiques ou les personnes âgées, et pourtant, il est l'un des rares à pouvoir réconcilier le corps et l'esprit dans la vieillesse. Je me souviens très bien de l'époque où, en tant que chef de service à Montpellier, je disais sans hésiter à mes patients: « Supprimez le melon, ce n'est pas bon pour votre glycémie. » Et ils obéissaient, souvent avec résignation, parfois avec tristesse. Ce que je ne voyais pas ou que je refusais de voir, c'est qu'en leur enlevant ce fruit, je leur enlevais aussi un peu de plaisir, un peu de fraîcheur, un peu de lumière dans leur assiette. C'est en discutant un jour avec Lucien, un ancien agriculteur du Tarn, que j'ai commencé à douter. Il m'a dit cette phrase toute simple, mais qui m'a traversé comme une lame. « Docteur, je cultive le melon depuis 30 ans, et depuis mon diabète, je n'ose même plus y goûter. J'en donne aux autres, mais je n'en prends pas pour moi, comme si c'était du poison. » Cette image m'a bouleversé. Un homme qui produit, qui nourrit, mais qui se prive de ce qu'il aime. Et tout ça à cause d'une peur fondée sur une idée incomplète. Alors j'ai repris mes recherches. J'ai relu les études nutritionnelles, j'ai analysé les profils glycémiques, j'ai interrogé des confrères plus jeunes, plus à jour, et surtout, j'ai observé les effets réels sur mes anciens patients quand ils ont recommencé prudemment à réintégrer le melon dans leur quotidien. Et ce que j'ai vu, ce n'est pas une flambée de glycémie. Ce que j'ai vu, c'est une amélioration subtile mais profonde. Des visages plus détendus, des nuits plus calmes, des digestions plus douces, des articulations moins raides. Tout cela grâce à un fruit que l'on croyait interdit. Le secret réside dans la manière de le consommer. Car ce n'est pas le fruit lui-même qui pose problème, c'est le contexte, le moment, la quantité et ce qu'on mange avec. Je recommande toujours à mes patients de manger le melon le matin, quand le métabolisme est actif, que le corps a besoin d'hydratation, de sucre lent et de minéraux pour bien démarrer la journée. Une portion raisonnable, environ 150 grammes, suffit. Et surtout, ne pas l'associer avec du pain, des céréales ou tout autre aliment riche en glucides. Le melon doit être dégusté seul ou accompagné de quelques amandes, de graines de chia ou d'une cuillère de yaourt nature afin de ralentir la digestion du fructose qu'il contient naturellement. Ce fruit, composé à plus de 90% d'eau, est un vrai trésor pour les personnes âgées. À notre âge, la déshydratation est insidieuse. On ne ressent plus la soif comme avant. On boit moins sans s'en rendre compte. Et cela entraîne fatigue, confusion, raideur musculaire, crampes, troubles du sommeil. Or, le melon, en plus d'hydrater, apporte du potassium, excellent pour la tension artérielle, du magnésium, apaisant pour le système nerveux, et du bêta-carotène, qui protège la peau et les yeux. Je me rappelle encore de Suzette, une dame de 73 ans veuve, qui vivait seule à Aix-les-Bains. Elle se plaignait de sécheresse de la bouche, de maux de tête légers mais persistants, et de sommeil perturbé. Je lui ai simplement conseillé de manger 5 tranches de melon à température ambiante chaque matin, avant le petit déjeuner, en silence, avec attention. 15 minutes plus tard, elle prenait son repas habituel. Au bout de 10 jours, elle m'a dit « Je me réveille moins fatigué, ma peau est moins rêche, et je dors plus profondément. » C'était pas un miracle, c'était simplement du bon sens. Une hydratation douce, une relance du système digestif, une diminution du stress métabolique. Le melon est souvent victime de son goût. Il est sucré,
donc on le craint. Mais c'est un sucre naturel, accompagné de fibres et d'eau, qui ralentit son absorption. Rien à voir avec le sucre blanc raffiné des biscuits et des sodas. Et c'est là la grande confusion. Croire que tout ce qui est sucré est mauvais, sans distinguer l'origine du sucre, son contexte et ses compagnons de route. J'ai même vu certains de mes patients diminuer leur consommation de médicaments contre les crampes ou l'insomnie, simplement en ajoutant du melon à leur routine matinale. Et pas parce que le melon est un remède miracle, mais parce qu'il vient répondre à un besoin fondamental du corps, l'équilibre. Celui que l'on perd parfois à force de restrictions, de règles trop rigides, de peur de mal faire. Je ne dis pas qu'il faut se gaver de melon. Je ne dis pas qu'il est la solution à tous les maux. Mais je dis, avec l'expérience d'une vie de médecin, qu'il est profondément injuste d'en priver les personnes âgées sans nuance. Nous avons besoin de plaisir, de douceur, de fraîcheur. Et notre corps, plus que jamais, a besoin de ces gestes simples, qui nourrissent sans alourdir, qui hydratent sans agresser, qui rassurent sans perturber. Aujourd'hui encore, chaque matin, je coupe 5 fines tranches de melon. Je les dispose dans une petite assiette blanche, je les laisse reposer quelques minutes hors du frigo, puis je les mange lentement, en silence, comme un rituel. Et je sens à travers ce fruit modeste que quelque chose de vivant circule encore en moi. Pas juste une habitude, mais une manière de me traiter avec douceur. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, je vous invite à faire l'essai. Pas pour me croire, mais pour ressentir. Ressentez dans votre propre corps ce que peut faire un fruit lorsqu'il est accueilli avec respect, attention et intelligence. Le melon, ce fruit de l'été, peut devenir votre allié de l'automne de la vie. Et cela, aucun médicament ne pourra jamais vous l'apporter. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un fruit que beaucoup considèrent comme banal, insignifiant, presque oublié. La prune. On la voit sur les étals en été, on en fait parfois des confitures ou des tartes, mais on oublie qu'elle peut être pour une personne âgée un véritable remède doux. Ce que j'ai découvert au fil de mes années d'écoute et d'observation, c'est que ce petit fruit violet peut libérer bien plus qu'on ne le croit. Le ventre, bien sûr, mais aussi les articulations, l'humeur et même la sensation d'étouffement intérieur que ressentent tant de personnes à un âge avancé. Je me souviens encore de cette phrase qui m'a frappé en plein cœur. Une femme de 66 ans, Denise, venue de Nantes, m'avait confié à voix basse. « Docteur, parfois, je reste 3 jours sans aller aux toilettes, et quand ça vient, j'en pleure presque. » Elle mangeait sainement pourtant, beaucoup de légumes, du riz complet, de l'eau. Elle prenait soin d'elle, du moins comme on lui avait appris. Mais il manquait quelque chose de fluide, de souple, de vivant. Je lui ai proposé un geste simple, 1 ou 2 prunes fraîches, chaque matin, à jeun, avec un verre d'eau tiède. Pas d'autres consignes, pas de comprimés. Juste un fruit, pris avec attention, avec lenteur. 3 jours plus tard, elle m'a appelé. « C'est passé, docteur. J'ai enfin retrouvé ce que j'avais perdu depuis des années. » C'est là que j'ai compris que la prune ne se contentait pas de soulager un symptôme. Elle rendait une forme de liberté, celle de ne plus vivre enchaîné à un transit capricieux, celle de ne plus redouter chaque passage aux toilettes comme une épreuve. La prune contient des fibres solubles et insolubles, des composés antioxydants comme les polyphénols et du sorbitol, un sucre naturel doux qui retient l'eau dans les selles et facilite le passage. Mais au-delà de sa composition, c'est sa manière d'agir qui m'a fasciné. Elle respecte le rythme du corps. Elle n'agresse pas, elle n'irrite pas, elle accompagne. Mais ce n'est pas tout. Je me suis rendu compte au fil du temps que la prune pouvait aussi agir sur des douleurs que l'on pensait inévitables. Je pense à Henri, 69 ans, ancien ébéniste à Albi. Il m'avait dit, le matin, dès que je pose le pied par terre, j'ai l'impression qu'on me plante des aiguilles dans le talon. Il croyait que c'était de l'arthrose, peut-être une épine calcanéenne. On avait fait des radios, rien de grave. Mais la douleur persistait, sourde, tenace. Je lui ai demandé s'il buvait assez, s'il mangeait des aliments anti-inflammatoires. Il m'a regardé un peu étonné. « Vous pensez qu'un fruit peut changer ça ?» J'ai souri. Je lui ai demandé d'essayer. 2 prunes le matin avec de l'eau. Une petite poignée de noix en fin de journée. Et surtout d'arrêter de s'affamer. Après 15 jours, il marchait mieux.
La douleur avait diminué, pas disparu, non, mais elle était devenue tolérable, supportable, moins tranchante, et surtout, il se sentait repris en main. Ce que la prune fait au ventre, elle peut aussi le faire aux articulations. Les polyphénols qu'elle contient ont un effet anti-inflammatoire doux. Pas assez fort pour remplacer un traitement médical, bien sûr, mais assez pour réduire le terrain inflammatoire latent qui fatigue tant de personnes âgées sans qu'elles ne sachent vraiment pourquoi. Et puis, il y a un autre rôle, plus discret, mais tout aussi essentiel. La prune aide à lutter contre la dépendance au sucre raffiné. J'ai vu tant de personnes âgées me dire « À 16 heures, j'ai besoin de mon biscuit, sinon je suis grognon ». Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le corps qui cherche une forme de récompense rapide. Mais cette dépendance mène à des pics de glycémie, suivis de chutes brutales. C'est un cercle vicieux. C'est là que la prune entre en jeu. Elle offre un goût naturellement sucré, satisfaisant, mais sans violence pour le métabolisme. J'ai conseillé à Claire, 66 ans, ancienne infirmière à Bordeaux, d'échanger son goûter sucré contre une prune tiède, saupoudrée de cannelle, avec quelques graines de tournesol. Le premier jour, elle m'a dit « Ce n'est pas pareil ». Le troisième, elle m'a dit « Je crois que j'aime mieux ça ». Le septième, elle n'avait plus touché à ses biscuits. La prune n'est pas un médicament, mais elle est un outil, un compagnon, un appui. Elle ramène de la fluidité dans un quotidien qui, avec l'âge, devient parfois rigide. Elle soulage sans forcer, elle régule sans brusquer. Je n'irai jamais vous dire qu'un fruit peut tout régler. Ce serait vous mentir. Mais je peux vous dire, avec la sincérité d'un médecin qui a vu trop de patients souffrir en silence, que parfois un petit geste juste peut produire de grands effets. Mangez une prune le matin, avec attention, avec gratitude, et observez. Observez votre ventre, votre humeur, votre appétit. Peut-être qu'un simple fruit peut vous rendre ce que tant de traitements compliqués n'ont pas su vous offrir. Un peu de paix intérieure, une digestion qui coule, un après-midi sans lourdeur, et même, parfois, un meilleur sommeil. À un âge où l'on pense souvent qu'il faut tout abandonner, les plaisirs, les goûts sucrés, la gourmandise, je viens vous dire que non, il faut réapprendre. Réapprendre à manger pour nourrir, pas seulement pour se remplir. Réapprendre à savourer, réapprendre à écouter son corps. Et la prune, dans sa simplicité, peut être ce début de chemin, ce petit pas vers une santé plus douce, plus fluide, plus libre. Je suis médecin, mais je suis aussi un homme de mon âge. Et aujourd'hui, je crois plus que jamais que les réponses aux mots silencieux de la vieillesse se trouvent parfois dans un fruit qu'on avait simplement oublié de regarder autrement. J'ai vu des milliers de patients défiler dans mon cabinet avec des douleurs dans le corps, des fatigues sans nom, des problèmes digestifs, des insomnies. Mais ce qui m'a toujours le plus inquiété, c'est ce que j'ai vu disparaître lentement, silencieusement chez tant d'entre eux, la mémoire. Pas celle des grandes dates ou des noms de capitales. Non, je parle de cette mémoire intime, celle qui nous relie à ce que nous sommes. La capacité à suivre une conversation, à raconter une histoire sans se perdre, à se souvenir d'un geste tendre, d'un lieu aimé, d'un mot entendu. Cette mémoire-là, quand elle commence à faiblir, elle n'envoie pas toujours de signaux clairs. Elle s'efface comme une photo laissée au soleil, et pourtant elle conditionne tout, notre identité, nos liens, notre autonomie. Un jour, un homme que j'estimais beaucoup est venu me voir. Il s'appelait Bernard, 66 ans, ancien professeur de mathématiques à Lyon. Il avait cette élégance discrète des hommes qui ont enseigné toute leur vie, avec rigueur et bienveillance. Mais ce jour-là, son regard était inquiet. « Docteur, je commence à perdre le fil. Je raconte une anecdote, et au milieu, je ne sais plus où j'allais. Je me perds. » Il avait encore toute sa logique, mais il sentait son esprit se couvrir d'un voile flou. Pas une maladie déclarée, pas un Alzheimer, non. Juste une fatigue du cerveau, insidieuse, presque honteuse. Je l'ai écouté, longuement, puis je lui ai posé une question simple. « Que mangez-vous le matin ?» Il m'a répondu « Du pain grillé, un peu de confiture, du café noir. Aucun fruit, aucun antioxydant, aucune graisse saine. Rien pour nourrir le cerveau. » C'est à ce moment-là que je lui ai parlé de la myrtille. Ce petit fruit bleu, discret, qu'on associe parfois aux tartes d'enfance, mais rarement à la médecine. Et pourtant, les recherches récentes sont sans appel. La myrtille est l'un des fruits les plus puissants
pour soutenir le fonctionnement cérébral. Elle est riche en anthocyanes, ces pigments naturels qui lui donnent sa couleur bleutée. Ces composés sont capables de traverser la barrière hémato-encéphalique et d'agir directement sur les neurones. Ils améliorent la circulation sanguine dans le cerveau, réduisent l'inflammation et favorisent la neurogénèse, c'est-à-dire la création de nouvelles connexions entre les cellules nerveuses. J'ai conseillé à Bernard de manger une poignée de myrtilles chaque jour, soit fraîches, soit surgelées s'il ne les trouvait pas en saison, le matin dans un peu de yaourt nature ou l'après-midi en collation avec quelques noix. Il a trouvé ça étrange au début. Vous pensez qu'un fruit peut m'aider à mieux penser? J'ai souri. Essayez, vous verrez. Ce n'est pas un médicament, mais c'est une nourriture pour votre cerveau. 3 mois plus tard, il est revenu. Il tenait un petit carnet dans les mains. Il avait recommencé à les anecdotes de sa jeunesse pour ses petits-enfants. Je me perds moins. Et surtout, j'ai envie de raconter à nouveau. Ce n'était pas une guérison miraculeuse, mais c'était une reprise en main, un lien renoué entre l'alimentation et la cognition. La mémoire, chez les personnes âgées, ne s'effondre pas toujours brutalement. Elle s'effrite. Et parfois, il suffit de la nourrir, littéralement, pour lui redonner du souffle. Je me suis alors souvenu d'un autre patient, Michel, 81 ans, ancien jardinier veuf solitaire. Il m'avait confié ne plus reconnaître certains visages. Pas à cause de la vue, non. Il me disait, mon esprit met du temps à raccrocher les souvenirs. Je lui ai demandé de remplacer son dessert quotidien par une crème de myrtille maison. Un peu de myrtille chauffée, écrasée à la fourchette, avec un soupçon de cannelle et quelques graines de lin. Il a accepté, par curiosité. 1 mois plus tard, il m'a appelé. C'est fou, j'ai retrouvé le prénom de mon arrière-petite-fille sans que ma fille me le souffle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie bien accompagnée. La myrtille n'est pas seulement bonne pour la mémoire, elle aide aussi à stabiliser la glycémie, à protéger la rétine, à calmer les inflammations chroniques. C'est un fruit complet, dense et pourtant si léger. Il ne pèse pas sur la digestion. Il ne provoque pas de pic de sucre. Il apaise. Aujourd'hui encore, je commence mes matinées avec un petit bol de myrtille, en silence, comme un acte de soin. Pour moi, pour ma tête, pour mes souvenirs. Car je sais ce que cela vaut, à mon âge, de se rappeler les prénoms, les dates, les chansons. Ce sont des piliers invisibles qui soutiennent notre existence. Si vous m'écoutez, que vous sentez vous aussi que votre esprit ralentit, que vos mots s'envolent trop vite, je vous en prie, ne vous contentez pas de laisser faire le temps. Il y a des gestes simples à poser. Et la myrtille peut en faire partie. Je suis médecin. Mais je suis aussi un homme qui oublie parfois où il a mis ses lunettes. Et je peux vous dire ceci, sans l'ombre d'un doute, il n'est jamais trop tard pour nourrir sa mémoire. Pas avec des pilules miracles, mais avec des fruits justes, à la bonne heure, dans la bonne intention. J'ai consacré une grande partie de ma vie à soigner, écouter, rassurer. Mais depuis que j'ai pris ma retraite, je me rends compte d'une chose essentielle. Ce qui fait la différence entre une vieillesse douloureuse et une vieillesse sereine, ce ne sont pas seulement les traitements ou les diagnostics. C'est le quotidien, les gestes simples, le rythme, la manière dont on s'occupe de soi. Vieillir, ce n'est pas seulement accumuler des années, c'est traverser un lent processus d'adaptation. Et dans ce processus, ce que je vois trop souvent, c'est l'abandon progressif de ce qui rendait la vie joyeuse, active, libre. Je me souviens de Suzanne, 68 ans, ancienne institutrice à Annecy, que j'ai connue grâce à ma sœur. Les voisins la surnommaient la grincheuse, parce qu'elle criait dès qu'un vélo passait trop vite ou qu'une poubelle n'était pas rentrée à l'heure. Elle vivait seule, mangeait peu, mal dormait. Son fils, dépassé, m'a demandé un jour « Est-ce que vous pourriez simplement lui parler ?» Je suis allé chez elle, pas en blouse blanche, juste comme un vieil homme qui en rencontre une autre. Je n'ai pas commencé par lui parler de tension artérielle ou de taux de cholestérol. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui vous rend encore heureuse aujourd'hui ?» Elle a baissé les yeux. Long silence. Puis elle a dit « Rien, je ne sens plus rien. Je fais les choses par automatisme. » C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas la maladie qui la rongeait. C'était l'absence de rythme, de couleur, de but. Je lui ai proposé quelque chose d'étonnamment simple.
Chaque matin, avant toute chose, couper quelques tranches de melon, s'asseoir au calme, sans télévision, sans téléphone, et les manger lentement. Puis marcher 10 minutes, rien de plus. Pas un régime, pas une cure, juste un rituel. 10 jours plus tard, son fils m'a écrit. Elle m'a souri, pour la première fois depuis des mois. Nous sous-estimons à quel point les petits gestes ont un impact immense sur la santé mentale, émotionnelle, physique. À nos âges, ce ne sont plus les exploits qui nous maintiennent debout. C'est la constance dans la simplicité. Se lever à heure fixe, manger à heure fixe, boire de l'eau tiède entre les repas, marcher un peu chaque jour, même si c'est dans un couloir, prendre soin de ses mains, de ses ongles, de ses plantes. Écouter de la musique, écrire une phrase par jour dans un carnet, et surtout, dire merci. Regarder les arbres, ne pas s'oublier. J'ai vu des femmes revivre en apprenant à préparer chaque matin un petit bol de fruits frais. Pas un dessert, pas une récompense, mais une offrande à leur propre corps. J'ai vu des hommes de plus de 80 ans reprendre goût à la marche simplement en mettant des chaussures confortables et en fixant un but symbolique. Aller jusqu'à la boîte aux lettres. Ce sont des micro-gestes, oui, mais ils réinstallent une forme de dignité. Je le répète souvent. Ce qui soigne, ce n'est pas que la molécule, c'est la manière dont on reprend soin de soi. Et dans cette reprise en main, l'alimentation joue un rôle fondamental. Pas comme une discipline rigide, mais comme une conversation avec son corps. On ne mange pas pour remplir, on mange pour nourrir, pour apaiser, pour soutenir. Un fruit bien choisi, mangé avec attention, peut calmer une douleur diffuse, éclaircir une pensée, adoucir un réveil. 3 fruits par jour, l'un qui hydrate, l'un qui soulage, l'un qui protège, valent parfois mieux que toute une armoire à pharmacie, à condition qu'ils soient intégrés dans une routine affectueuse. Je vois trop de personnes âgées sauter des repas, boire à peine, manger sans envie simplement parce qu'elles ne veulent pas déranger ou coûter cher. Mais c'est justement cette dévalorisation silencieuse qui les affaiblit. Le corps a besoin de reconnaissance. Et chaque bouchée, chaque gorgée, chaque respiration peut devenir un geste d'amour. Vieillir, c'est pas devenir inutile, c'est apprendre à ralentir, à écouter, à transmettre. Et pour pouvoir transmettre, il faut rester en lien avec soi-même, avec son énergie, sa mémoire, son rythme. Je suis médecin, mais aujourd'hui, je suis surtout un vieil homme qui regarde autour de lui et qui voit des aînés qu'on ne touche plus, qu'on ne regarde plus, qu'on ne valorise plus. Et je vous le dis, ce n'est pas une fatalité. Vous avez encore des choses à vivre, des phrases à dire, des histoires à écrire. Et cela commence chaque matin par un simple geste. Un verre d'eau tiède, un fruit coloré, une marche lente, une pensée positive. Ce sont ces piliers, invisibles mais essentiels, qui maintiennent le corps debout et l'âme éveillée. Et même si personne ne vous le dit assez, moi je vous le dis, vous avez le droit de vous traiter avec douceur. Vous êtes vivant, vous êtes encore là. Alors, prenez votre vie en main, une bouchée après l'autre, une habitude après l'autre, car c'est dans la simplicité que réside la plus grande des puissances. Je suis médecin, et à 72 ans, j'ai compris qu'il y a des vérités que l'on n'apprend ni à l'université, ni dans les congrès médicaux, ni dans les manuels. Ce sont des vérités que l'on découvre avec le temps, dans le silence des consultations, dans les regards tristes ou reconnaissants des patients, dans les gestes minuscules du quotidien. Vieillir m'a appris plus sur la santé que mes 40 années de pratique. Car la santé, au fond, ce n'est pas l'absence de maladie. C'est la capacité de vivre avec dignité, avec équilibre, avec une forme de joie calme, même quand le corps ralentit. Ce que j'ai essayé de partager avec vous à travers ces réflexions sur le melon, la prune, la myrtille et les petits rituels du quotidien, ce n'est pas seulement de la nutrition, c'est une philosophie, celle du prendre soin. Se soigner, ce n'est pas se battre contre son corps, c'est se réconcilier avec lui. C'est comprendre que ce que l'on mange, ce que l'on pense, ce que l'on ressent, tout cela dialogue en nous. Un fruit n'est jamais juste un aliment, c'est un message que l'on envoie à ses cellules. Une marche lente dans le jardin n'est jamais juste une promenade, c'est un acte d'amour envers ses articulations. Un réveil en douceur, sans précipitation, c'est déjà un soin que l'on s'accorde. Dans notre société moderne, on court après des solutions rapides, des pilules, des régimes, des réponses toutes faites. Mais la vérité est plus simple.
plus discrète. Elle est dans le bon moment, dans le bon geste, dans l'écoute patiente de soi-même. Je n'ai vu que trop de patients vieillir avec peur, repli, solitude, alors qu'un peu d'attention, de lien, de douceur dans leur quotidien aurait pu tout changer. Ce que je veux vous laisser aujourd'hui, c'est cette conviction. Il n'est jamais trop tard pour faire du bien à son corps. Jamais trop tard pour se nourrir autrement, pour marcher plus lentement, mais plus consciemment, pour regarder le soleil se lever et se dire « Je suis encore là, et tant que je suis là, je peux prendre soin de moi ». La grande erreur des dernières décennies, c'est d'avoir séparé la médecine de l'humanité, d'avoir oublié que le soin commence par une présence, une écoute, une main posée, un fruit partagé, une parole vraie. Et vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas seul. Votre vieillesse n'est pas un fardeau. Elle est une saison à part entière. Et elle mérite qu'on la vive avec tendresse. Chaque geste juste est une manière de dire à votre corps « Merci de m'avoir porté jusqu'ici. Je vais m'occuper de toi maintenant ». La santé après 60 ou 70 ans ne se construit pas avec de grandes décisions, mais avec de petits gestes répétés, pleins de sens. Une alimentation bienveillante, un rythme régulier, un peu de mouvement, une écoute sincère de soi. Et surtout, ne jamais penser qu'il est trop tard. Appliquez cela dès demain matin. Préparez un fruit frais avec attention. Marchez 5 minutes. Buvez un grand verre d'eau. Et dites-vous, aujourd'hui, je me respecte. Quel petit changement dans votre routine quotidienne serez-vous prête à faire pour prendre mieux soin de vous à partir d'aujourd'hui? A. Ajoutez un fruit frais chaque matin. B. Marchez 10 minutes en silence tous les jours. Écrivez votre réponse dans les commentaires, A ou B, pour que nous puissions nous inspirer les uns les autres. Si ce contenu vous a aidé, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et si vous en avez la possibilité, même un petit don via le lien de soutien serait un vrai encouragement. Je suis un vieux médecin à la retraite. Je n'ai ni sponsor, ni publicité, juste une volonté sincère de transmettre ce que j'ai appris pour aider ceux qui, comme vous, méritent de vieillir avec respect et clarté. Merci pour votre confiance, prenez soin de vous et à très bientôt.